Quelque chose d'étrange se produit lorsque la logique semble échouer sans prévenir. Des situations ordinaires commencent à obéir à des règles opaques, des décisions surgissent sans explication, et l'individu a le sentiment d'avoir perdu le contrôle sans savoir à quel moment cela s'est produit. Ce type d'atmosphère inquiétante ne naît pas de rien. Elle porte un nom, un poids historique et une origine marquée par le conflit intérieur, le silence et une tension constante. Pourquoi qualifions-nous certaines situations de kafkaïennes ? Parce que ce concept ne décrit pas seulement une bureaucratie confuse, mais surtout le ressenti humain face à l'incompréhensible. D'où vient cette vision du monde si dérangeante ? Elle prend naissance dans la vie même de Franz Kafka, dont les expériences personnelles ont façonné des récits qui reflètent la peur, l'impuissance et l'affrontement avec des forces invisibles. L'expression kafkaïenne s'est imposée précisément parce qu'elle a dépassé le champ littéraire. Elle en est venue à définir des expériences dans lesquelles des individus se retrouvent prisonniers de systèmes illogiques, confrontés à des règles changeantes et à des autorités sans visage. Dans des œuvres comme Le Procès ou La Métamorphose, les personnages tentent de réagir, mais chaque mouvement semble les pousser vers un labyrinthe toujours plus étroit. Il n'existe pas d'explication claire, seulement la persistance de la tension. Ce regard ne s'est pas construit comme un simple exercice intellectuel. Il est le fruit d'un parcours personnel marqué par l'exigence, l'insécurité et un profond sentiment d'inadéquation. Franz Kafka naît en 1883 à Prague, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Très tôt, il vit dans l'ombre d'un père dominant, Hermann Kafka, commerçant prospère, rigide, convaincu que la discipline et la force définissent la valeur humaine. La relation entre le père et le fils n'a jamais trouvé d'équilibre. Hermann attendait grandeur, assurance et ambition. Franz offrait introspection, fragilité physique et inquiétude émotionnelle. Cet écart a créé un climat familial chargé de frustration, dans lequel le jeune écrivain avait le sentiment de ne jamais atteindre le modèle exigé. Les conséquences ne furent pas seulement affectives. Elles ont façonné sa vision du monde. Une anxiété constante, une culpabilité persistante et un sentiment d'échec ont accompagné Kafka durant l'enfance et se sont prolongés à l'âge adulte. Ces émotions ne se sont pas dissipées, elles ont été transformées. L'écriture est devenue un espace de survie symbolique, un territoire où il pouvait réorganiser ce qu'il ne parvenait pas à affronter directement. En consignant ses idées, Kafka ne cherchait ni réconfort facile ni fin optimiste. Chaque texte fonctionnait comme une exposition brute de la condition humaine face à des forces qui dépassent la volonté individuelle. Ces personnages ne triomphent pas du système. Ils en révèlent la violence silencieuse. Ce choix esthétique reflète non seulement l'imagination, mais aussi l'expérience vécue. Plus tard, à l'âge adulte, Kafka emprunta la voie que son père jugeait acceptable. Il s'inscrivit en droit, une décision imposée plutôt que désirée. Tandis qu'il étudiait les lois, les règlements et les structures formelles, grandissait en lui le malaise d'être éloigné de ce qui comptait réellement, la création littéraire. C'est à cette époque qu'apparut une figure décisive, Max Brod. Camarade d'université, écrivain et confident, Brod reconnut ce que Kafka lui-même hésitait à admettre. Il perçut la valeur, la force et l'unicité de ces récits étranges, denses et troublants. Plus qu'une amitié, une alliance intellectuelle se forma. Grâce à cet encouragement constant, Kafka commença à envisager la publication de ses textes. Sa résistance initiale céda face à la confiance de Brod, qui ne se contenta pas de croire au talent de son ami, mais joua un rôle essentiel dans la diffusion de ses premières œuvres. Sans cette intervention, une part significative de la littérature moderne n'aurait peut-être jamais atteint le public. Même en travaillant comme employé dans des environnements bureaucratiques, Kafka poursuivit sa production créative. Le Château, Amérique et Le Procès furent écrits parallèlement à une routine professionnelle qu'il jugeait étouffante. Cette contradiction nourrit encore davantage son œuvre, transformant la frustration quotidienne en matière première littéraire. Chaque texte produit dans ce contexte agissait comme une résistance silencieuse. Il n'y avait pas de discours explicite, seulement des récits exposant le poids des structures sociales,
juridique et économique sur l'individu ordinaire. Le kafkaïen naît précisément de cette tension entre l'être humain et le système. Ainsi, ce concept ne se limite pas à des histoires étranges ou à des décors irréels. Il décrit la perplexité face à des mécanismes qui fonctionnent sans transparence, typiques des engrenages capitalistes, judiciaires et gouvernementaux. Le malaise ne réside pas seulement dans la complexité, mais dans l'impossibilité de comprendre, de réagir ou de s'échapper. C'est là que l'œuvre de Kafka demeure actuelle, reflétant une expérience qui traverse les époques et reste profondément reconnaissable. Pour illustrer cette complexité, nous portons notre attention sur deux chefs-d'œuvre de Kafka, Le procès et La métamorphose. Dans Le procès, le protagoniste Joseph K. est soudainement arrêté sans savoir pourquoi, plongé dans un long et absurde procès où rien n'est jamais expliqué. Le système judiciaire décrit par Kafka est empreint de corruption et de désordre, et à la fin, même après toutes les épreuves traversées, Joseph K. demeure sans savoir pourquoi il a été condamné. De la même manière, dans La métamorphose, le protagoniste Grégor Samsa se réveille transformé en insecte sans explication claire. Les luttes de Grégor pour se rendre à son travail, faire face à son supérieur et subvenir aux besoins de sa famille constituent un exemple saisissant des problèmes kafkaïens. Il se heurte à des obstacles arbitraires et dénués de sens, ressentant une peur grandissante en tentant de faire face à sa situation, tandis qu'il devient peu à peu un fardeau inutile pour sa famille. Ces éléments, présents dans les deux œuvres, condensent l'essence même du kafkaïen. C'est la confrontation avec l'absurde, où les efforts, le raisonnement et la perception du monde d'un personnage se heurtent à des paramètres inéluctables de non-sens. Le succès est illusoire et, au bout du compte, vain. L'interprétation du kafkaïen dépasse la simple description de système. Elle reflète la vision de Kafka sur la condition humaine. C'est la lutte incessante pour trouver des réponses face à des problèmes existentiels tels que l'angoisse, la culpabilité, l'absurde et la souffrance, combinés à l'incapacité de comprendre ou de contrôler l'origine même de ces problèmes. En explorant le kafkaïen, nous sommes confrontés à la lutte universelle de l'humanité pour donner un sens à un monde qui, bien souvent, semble dépourvu de signification. Kafka nous invite à réfléchir à notre quête incessante de réponses dans un univers qui, ironiquement, perpétue la lutte même que nous cherchons à résoudre. C'est une expérience qui résonne en chacun de nous, un récit qui transcende le temps et continue d'échoer dans les moments de pure expérience kafkaïenne. À l'âge de 41 ans, Kafka succomba à la tuberculose, mettant prématurément fin à une vie marquée par l'introspection, les conflits existentiels et une production littéraire exceptionnelle. Sur son lit de mort, Kafka, avec sa mélancolie caractéristique, donna une instruction à son ami et confident, Max Brod. Il exprima le souhait que tous ses manuscrits non publiés soient brûlés après sa mort, une manifestation poétique de l'auto-évaluation sévère qui l'avait accompagné tout au long de son existence. Cependant, Brod, dans un acte de désobéissance bienveillante, choisit d'ignorer les dernières volontés de Kafka. Au lieu de se soumettre aux souhaits posthumes de son ami, il entreprit d'organiser et de publier les manuscrits que Kafka désirait voir réduits en cendres. Cet écart par rapport aux instructions testamentaires de Kafka ne fut pas seulement une transgression pratique, mais un choix profondément chargé de sens. En décidant de préserver les œuvres non publiées, Brod sauva Kafka du silence auto-imposé que l'auteur recherchait après sa mort. Plutôt que de laisser les mots de Kafka se dissiper dans l'éther, il les porta à la lumière, permettant à l'héritage littéraire de son ami de s'épanouir au-delà de la mortalité. Les œuvres posthumes de Kafka, dont Le procès, Le château et d'autres, gagnèrent reconnaissance et admiration au fil des décennies, consacrant Kafka comme une figure littéraire immortelle. L'héritage de Franz Kafka dépasse les pages de ses écrits pour devenir une influence durable dans la littérature, la philosophie et dans la trame même de l'humanité. L'écrivaine Anne Riis a un jour souligné l'approche singulière de Kafka face aux aspects sombres du moi. Selon ses mots, les œuvres de Kafka ne cherchent pas à apaiser l'âme par des remèdes faits de faux espoirs ou d'illusions,
mais par la confrontation directe avec les aspects les plus obscurs de l'existence humaine. Kafka, en déformant la réalité, afin de cartographier plus précisément son propre sens de l'expérience humaine, a révélé un remède à l'auto-examen sans entrave. L'héritage de Kafka n'est pas seulement l'histoire d'un auteur, c'est le récit de la manière dont l'expression artistique peut transcender les limites du temps et de l'espace. Quelle est votre œuvre préférée de Kafka? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur la littérature et l'art.